Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous servira dans vos futurs projets d'investissement. Depuis que vous suivez cette chaîne, j'espère que ça vous aide. Dites-moi en commentaire si justement les vidéos vous aident à passer à l'action, parce que c'est vraiment le but de cette chaîne YouTube. C'est de vous montrer clairement et concrètement mon parcours, mon expérience pour vous rassurer et vous donner toutes les clés pour faire vous-même ce que j'ai pu faire et ce que font d'autres investisseurs. Donc merci à tous pour votre participation. Aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir comment calculer la capacité d'emprunt, comment savoir quel montant on peut emprunter quand on veut investir en immobilier. Je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Il y a plusieurs angles d'approche justement et je vais vous aider à déterminer un budget, un montant pour pouvoir aller chercher votre futur investissement immobilier. À tout de suite. Alors pour commencer, déjà je vous invite à regarder dans la description, vous avez un guide complet pour monter votre dossier bancaire. Et franchement, le dossier bancaire c'est un des arguments essentiels pour convaincre votre banquier et vous aider à emprunter de l'argent à ce qu'il vous finance vos projets. Donc là-dessus, j'ai une expérience un peu particulière parce que voilà, moi j'étais aide-soignant à la base, j'avais un petit salaire et donc voilà, pour développer un patrimoine comme j'ai développé aujourd'hui, j'ai dû me battre, j'ai dû me professionnaliser dans mon dossier bancaire. Donc je vous donne tous mes meilleurs conseils dans ce guide complet en fait. Donc vous mettez votre mail, vous recevez directement ce guide complet dans votre boîte mail et ça vous permet de constituer un dossier très carré, très structuré avec tous les éléments importants à mettre en avant pour obtenir votre financement. Allez, c'est parti. J'ai pris le stylo, j'ai pris le tableau parce qu'on va voir des cas précis. On va essayer d'étudier un petit peu situation par situation, cas par cas, parce que je vais essayer de répondre un petit peu à toute l'audience, à tout le monde pour que vous puissiez vous projeter en tant qu'investisseur et vous imaginer dans les situations. Voilà. Donc premièrement, comment connaître sa capacité d'emprunt? Déjà, ça part du taux d'endettement. Donc le taux d'endettement, je pense que si vous me suivez, vous voyez un petit peu ce que c'est. C'est la différence entre vos charges et vos revenus. Voilà. Donc effectivement, on a un taux d'endettement qui est de plus en plus restreint par les banques. Donc au fur et à mesure des années, les banques serrent un petit peu la vis. C'est ce qu'on constate de plus en plus. Donc elles demandent un peu plus d'apport, etc. Bon, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite justement sur les prévisions des financements en 2021. Et le taux d'endettement, en général, il est de 33%. Ils peuvent aller jusqu'à 35%. Mais on va pas trop s'en éloigner. En fait, ça, c'est des grandes lignes. Mais en réalité, ça peut être très différent parce que je connais des personnes et je suis bien placé pour vous le dire où j'ai totalement dépassé ces taux d'endettement parce que j'ai un delta maintenant qui permet de générer des revenus et c'est devenu ma principale source de revenus et donc c'est considéré différemment. Je m'explique, quelqu'un qui a un taux d'endettement à 40% mais qui a encore un reste à vivre de 4 à 5 000 euros, c'est pas pareil que quelqu'un qui a un taux d'endettement à 35% et qui a que 500 euros de reste à vivre. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, donc le taux d'endettement, c'est pas le critère principal. Voilà. Et je pense que certains vont être surpris, je pense que vous allez voir, je vais vous expliquer que vous pouvez emprunter bien plus que ce que vous imaginez. Voilà. À la base, on a ces idées un petit peu préconçues, on achète notre résidence principale, on est endetté et ça y est, on peut plus acheter, c'est fini, la banque nous bloque. C'est faux. Heureusement, au contraire que qui vole. Donc heureusement que c'est faux, il y a une plume qui volait, je suis désolé, je me suis arrêté. Donc voilà, donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment y voir plus clair. Alors premièrement, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent est-ce qu'il faut que j'aille voir ma banque avant de trouver mon bien pour savoir comment cibler le budget que j'ai. Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille voir ma banque ou est-ce qu'il vaut mieux que je cherche et que je vienne avec un projet? Donc première question, là moi je vous le dis, il vaut mieux aller voir votre banquier avec un projet concret plutôt qu'aller le voir avant pour soi-disant définir une enveloppe qui va être plutôt approximative parce que ça va dépendre de la personne que vous rencontrez au sein de la banque, ça va dépendre de votre situation à l'instant T, etc. Elle peut tout à fait évoluer. Et il faut savoir que les banquiers, ils font pas du social, donc faire des rendez-vous comme ça sur du virtuel, sur de l'hypothétique, clairement ça les branche pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un rendez-vous avec du concret, avec un bien immobilier, avec un montant à financer, et là on parle sérieusement de quelque chose. Moi,
combien de fois les banquiers m'ont dit mais non, mais Monsieur Eldin, c'est fini, là, après celui-là, on arrête, c'est stop, stop, stop. Et bien évidemment, je ne les ai jamais écoutés parce que sinon, j'aurais jamais acheté ce que j'ai acheté aujourd'hui. Clairement, il ne faut pas écouter les banquiers. Donc, il faut aller les voir avec un projet concret, solide, rentable, sécurisé, et à ce moment-là, on discute. Voilà. Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer une relation commerciale, professionnelle avec vous. Et puis, effectivement, plus vous allez acheter, plus le risque pour la banque va être élevé. Mais est-ce que la banque va prendre le risque de vous perdre comme client ou vous financer votre projet immobilier? Et à ce moment-là, devant le fait accompli, ils vont prendre une décision. Mais avant ça, ils risquent de vous démotiver et ça, c'est franchement dommage. Allez, c'est parti, je vous montre sur le tableau quels critères prendre en compte dans votre capacité d'endettement. Donc, premier critère, ça va être, bien sûr, vous allez me dire, vos revenus professionnels. Donc, premièrement, voilà, vos revenus professionnels ou d'entrepreneurs, c'est-à-dire si vous avez des entreprises, vous avez des BNC, vous avez une entreprise individuelle, etc., vous touchez des dividendes. Donc, premier cas, ça va être les revenus. Donc là, sur vos revenus, le gros plus, c'est le CDI. Le CDI, franchement, c'est vraiment le top. On coche les bonnes cases à la banque. Donc, je sais que c'est un petit peu embêtant. C'est quelque chose qui emprisonne un peu quand on veut de la liberté, on veut de la flexibilité, on veut vivre la vie un peu qu'on a choisie. Mais s'il faut se sacrifier pendant un temps pour pouvoir avoir des financements, je trouve que c'est pas idiot d'avoir un CDI pour justement avoir un objectif de levée de fonds. Donc le CDI, c'est un plus. Après, si vous êtes entrepreneur et que vous avez une régularité de revenus, c'est pareil, c'est bon quand même. Si vous avez 2-3 ans d'ancienneté et des revenus plutôt réguliers, ça va, c'est bon quand même. Bon alors ça, en fait, c'est toujours des plus et des moins. C'est-à-dire que là, c'est un plus. Et moi, clairement, j'avais pas ça. Par exemple, j'avais que des CDD, des remplacements de l'intérim. Donc, tout est possible. Mais en contrepartie, pour contrebalancer cet effet négatif, il va falloir mettre des choses positives après dans votre dossier bancaire. Ensuite, bien sûr, si vous êtes seul ou en couple, ça va jouer aussi, évidemment. J'allais dire couple ou associé. Parce que si vous êtes avec un associé, c'est pareil, vous allez mutualiser vos revenus, donc vous allez avoir une capacité d'emprunt plus importante. Moi, c'est pareil, j'étais plutôt contre les associations à la base parce que j'en avais pas forcément nécessairement besoin et je trouvais que on risquait d'avoir des désaccords et etc. avec toutes les complications qui vont derrière. Je suis bien loin aujourd'hui de l'idée que j'avais de l'association. L'association, pour moi, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, clairement. Je me suis associé en immobilier. Ça m'a permis de passer un cap pour acheter plus gros, plus grand, plus vite. Je me suis associé, vous savez, avec projet locatif, c'est pareil. Tout seul, j'aurais jamais monté une société avec aujourd'hui 180 conseillers sur toute la France qui accompagnent des clients. Enfin, c'est monstrueux en quelques années. Donc, bien sûr que l'association, quand c'est bien fait, que c'est choisi, c'est très 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 positif. Alors deuxième point important, ça va être le montant de votre épargne. Alors forcément, si vous avez de l'épargne, on coche une case positive. Ce qu'il faut à peu près en montant d'épargne, moi je pars sur 1 an de loyer à peu près. Vous achetez, je sais pas, un petit immeuble avec 2, 3, 4 appartements qui génère 20 000 euros de revenus annuels. Il faut au minimum avoir 20 000 euros d'épargne. Voilà, si vous n'avez pas d'épargne, bon, c'est pas rédhibitoire, mais c'est clairement un risque pour la banque parce que si vous avez 1 ou 2 loyers en moins, le banquier va dire mais comment vous allez faire? Donc l'épargne, c'est franchement très important. Troisième point, vos relevés de compte. Là, c'est pareil. Vos relevés de compte, c'est votre carte d'identité. Je vais le dire, c'est carte d'identité de l'investisseur. Donc, de votre vie, de tout ce que vous faites. Le banquier ne vous connaît que par vos relevés de compte, votre vie. Est-ce que vous allez, je sais pas, au McDo? Est-ce que vous sortez en soirée? Bon, en ce moment, évidemment, c'est compliqué. Est-ce que, voilà, quel est votre mode de vie? Est-ce que vous avez des jeux en ligne? Est-ce que vous jouez, voilà, beaucoup, je sais pas, sur les courses, au casino ou j'en sais rien. Enfin, ça, franchement, faites très attention. Donc, clairement, là, pas de découvert. Là, c'est interdit. Découvert, terminé. Tout ce qui est aussi dépenses. Dépenses qui ne donnent pas un bon signal. Donc moi je sais que pour toutes ces dépenses-là, souvent je paye en espèces ou des choses comme ça, on trouve des solutions. Mais en tout cas, je ne fais pas apparaître sur mes relevés de compte des mauvaises informations. Voilà, quatrième point, vous allez avoir vos charges. Donc c'est là où effectivement
il faut essayer de les réduire au maximum hein, pour avoir ce qu'on appelle un différentiel qui soit plus intéressant, c'est-à-dire en dessous de 30%. Donc là, vous avez votre crédit immobilier si vous êtes propriétaire de votre résidence principale ou votre loyer. Vous avez des crédits consommation si vous avez fait des crédits à la consommation. Un crédit consommation, hein, c'est voilà. Hein, attention, c'est très négatif. Donc ça, je vous conseille clairement de les rembourser. Ça, c'était loyer ou crédit. Bon, désolé, hein, j'écris pas très bien, c'est juste pour que vous puissiez avoir un mémo visuel. Voilà, toutes vos charges vont être ici. Donc, le but, c'est d'essayer de les réduire au maximum pour avoir le meilleur différentiel possible. Alors, ça donne déjà une cartographie un petit peu au banquier sur quelle est votre situation, voilà, et donc évidemment le but c'est d'avoir le plus de points positifs. Voilà, alors ensuite, ce qui va être très important, ça c'est votre situation personnelle. Et le deuxième point qui va être important, c'est votre projet. C'est qu'est-ce que vous allez lui amener, donc votre bien immobilier que vous allez acheter, et comment il va être présenté, donc le dossier, quel est le projet, est-ce que c'est déjà loué, c'est pas loué. Et là c'est pareil, il y a beaucoup de paramètres qui permettent d'emprunter plus. Parce que si vous vous lancez, admettons, vous avez une situation, je vais faire 2-3 cas concrets après. Bon, on va partir sur les cas concrets. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre un couple qui gagne environ, on va dire, 40 000 euros à deux, avec 20 000 euros d'épargne et, on va dire, propriétaire de leur RP. Voilà. Propriétaire de la résidence principale, on me pose souvent la question, c'est vraiment un atout pour investir dans l'immobilier, contrairement à ce que vous pouvez entendre. Il y a beaucoup de personnes qui font la promotion, n'achetez pas votre résidence principale, vous allez avoir un taux d'endettement, vous ne pourrez plus acheter. C'est totalement faux, parce que la banque, si vous n'avez pas coché cette case-là, elle ne risque de ne pas vous prêter pour investir en immobilier, parce qu'elle veut en priorité que vous soyez propriétaire de votre résidence principale. Donc je dis pas que c'est pas impossible, mais vous allez rayer 80% des banques. Donc pour moi, être propriétaire de sa résidence principale, c'est un vrai atout dans votre dossier bancaire. Il faut que ce soit quand même corrélé, parce que si vous avez une résidence principale à 500 000 euros et que vous gagnez 40 000 euros par an, bon, clairement, c'est totalement démesuré. Mais si vous avez une résidence principale qui ne dépasse pas votre capacité d'emprunt, qui ne dépasse pas votre taux d'endettement, pardon, les 33%, c'est tout à fait positif. Alors, on va prendre ce couple qui veut acheter un immeuble de rapport, voilà, à 200 000 euros, avec, on va dire 20 000 euros de revenus de loyer. Et là, on va voir la différence. C'est-à-dire que là, la situation est très saine. On va dire que là, bon voilà, ils ont un taux d'endettement à 30%. Ok. Le projet est intéressant, sauf que dans ce projet, on va faire comme s'il y avait achat, allez, à 50 000 euros. Ouais, je sais, ça pas beaucoup. 50 000 euros l'immeuble, c'est-à-dire que l'immeuble est vraiment pas cher et vous avez 150 000 euros de travaux, par exemple. 150 000 euros. Alors clairement, cet indicateur-là, quand vous avez plus de 50% de travaux que de coûts d'acquisition, c'est un dossier très risqué. Voilà, puisque qu'est-ce qui se passe, c'est que ces travaux-là, la banque, elle a peur parce qu'elle va financer les travaux, elle va financer les frais de notaire, elle va financer peut-être les frais d'agence. Donc on va dire que ça va faire 170 000 euros de frais annexes virtuels qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas du dur, on a que 50 000 euros dans l'immeuble. Hein. Et donc là, le risque explose. Donc là, clairement, pour moi, je pense que ce dossier ne passera pas. Même si les comptes sont nickel, tout ça, c'est trop risqué. Il n'y a pas assez d'expérience en immobilier pour se lancer de suite sur un projet comme ça. Maintenant, le même projet, c'est pour ça que je vous dis que ça dépend vraiment de chaque projet aussi également. Ça dépend de la situation, mais ça dépend de chaque projet. On va partir sur un prix d'achat à 150 000 euros et on va dire 50 000 euros de travaux puisqu'il y a un appartement à rénover. Et là, on va dire qu'il y a 2 appartements. Donc là, on a des revenus récurrents. Ça s'appelait à la banque. Et ça, il y a une petite partie de travaux qui est tout à fait acceptable. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va joindre une attestation de valeur locative. C'est toujours ce qu'on fait, nous, pour nos clients avec projet locatif. En plus, bon, je fais la pub, on va dire, mais c'est un peu le but aussi. Mais
Quand on accompagne nos clients, en fait, on a la chance d'avoir une société qui est spécialisée. Et c'est vrai qu'aux yeux des banques, quand vous présentez un dossier qui est présenté par une société d'investissement comme la nôtre, projet locatif, ça donne de la crédibilité aussi à votre dossier et ça montre que tout a été étudié par des professionnels de l'investissement. Donc c'est un point positif. Mais admettons, vous faites une attestation de valeur locative, etc., les devis avec justement les assurances décennales, etc., etc. Bon, pour moi, clairement là, ce dossier passera sans problème. Voilà, s'il n'y a pas de gros problèmes sur les lignes de compte, s'il n'y a pas de découvert, etc., etc. Mais là, super situation. Voilà, donc vous voyez bien la différence avec le même projet. Deux situations finalement où une fois ça passe et une fois ça passe pas. Allez, on va faire une autre situation. On va prendre quelqu'un qui est tout seul, une personne seule, qui gagne 1500 € par mois et qui est locataire. Allez, on va faire une nouvelle situation. Franchement, on va partir du principe où la personne, elle est quand même sérieuse, elle a une bonne tenue de compte, pas de découvert, etc. Quand même une bonne gestion financière, ça c'est la base. Si vous n'avez pas ça, de toute manière, vous aurez des refus de prêt. Donc, il faut partir de là. Ensuite, on va dire qu'elle a un loyer, 400 €, donc on est tout à fait correct, on est en dessous des 30% d'endettement. Voilà, il faut savoir que si vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, la banque, elle va quand même prendre votre loyer en charge. C'est pas parce que vous n'êtes pas propriétaire que vous n'avez pas de charge. Petite subtilité quand même dans ceux qui disent qu'il faut être locataire pour investir dans l'immobilier. On prend en compte quand même votre loyer. Bref, donc là, cette personne-là, petit handicap, locataire, on va dire qu'il est en CDI quand même. Voilà, on va lui mettre un petit point positif. Voilà, donc j'espère que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce genre de situation. Et il veut investir dans l'immobilier. Donc là, clairement, le projet qu'on a vu tout à l'heure, un projet à 200 000 €, pour moi, c'est pas possible. Même dans un projet déjà loué, pour commencer, ça va pas le faire. Voilà. Personnellement, pour assurer le coup, il vaut mieux y aller petit à petit. Moi, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'étais un peu dans cette situation au tout début. J'ai acheté, alors ça va dépendre des secteurs, mais j'ai acheté 2 petits appartements T2 pour 100 000 €. Voilà. Donc par exemple, c'était un lot dans une copropriété. Voilà. Et donc moi, j'ai acheté 2 appartements dans une copro et ça m'a coûté 100 000 €. Pour moi, par rapport à sa situation, il ne faut pas qu'il dépasse un projet à 150 000 €. Voilà. Puisque 150 000 €, ça va faire environ 730 € par mois. Donc là, on se dit, waouh, il est à 50% d'endettement. Pas tout à fait, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, donc soit il achète déjà loué, soit avec travaux. Franchement, sur un petit projet, encore une fois, si sur les 150 000 €, il y a moins de 50% de travaux, c'est-à-dire donc moins de 75 000 € de travaux, c'est-à-dire 100 000 € d'achat et 50 000 € de travaux, ça me va. On va prendre en compte le loyer généré ici. Donc là, si on veut être rentable, il faudrait avoir environ au moins 1 000 €, on va dire, 1 000 € de loyer. Voilà, hop, moi j'écris très mal, désolé. Et donc forcément, ces loyers-là vont être pris en compte dans ses revenus. Comment la banque va calculer? Elle va enlever 30% en général. Je vous donne le calcul pessimiste. 30%, donc ça fait 700 € qu'elle va ajouter à ses revenus. Et donc là, au lieu de gagner 1 500 €, il va gagner 2 200 € pour la banque. Et donc quand on fait le calcul, on fait le rapprochement entre 2 200 et 700 € par mois de crédit, 730 € par mois de crédit, on est bon, on est en dessous des 30%. Alors il y a plusieurs paramètres à prendre en compte parce que ici, c'est un primo-investisseur. Donc il faut savoir que quand on est primo-investisseur, il vaut mieux commencer par un petit projet plutôt que se casser les dents sur un gros projet. Enfin pour moi, je trouve de toute manière pour se faire la main, c'est mieux. Aux yeux de la banque, c'est mieux de commencer par un petit projet parce que même si on va de suite sur un gros projet, lui il n'en a pas les capacités financières, mais même si on va sur un gros projet pour certains profils qui ont des capacités financières, c'est pas forcément bien vu aux yeux de la banque de se lancer de suite sur des gros projets. Allez, on va faire une dernière situation avec justement quelqu'un qui a un peu plus de moyens et je vais prendre un cas particulier volontairement. Je vais taquiner un peu. On va prendre un couple de cadres qui gagnent 80 000 € par an. Ouais,
Je suis gentil, ils peuvent gagner un peu plus, mais bon, 80 000 € par an. Voilà. Ce couple, bien sûr, quand on commence à gagner un petit peu de revenus, paye de l'impôt sur le revenu. Donc là, clairement, sans enfants, on va dire, ils payent environ 6 000 € par an d'impôt sur le revenu. Ok ? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Ils sont démarchés par des vendeurs de défiscalisation, vous me voyez venir, et donc on leur a proposé un super appartement avec balcon, terrasse de 3 mètres carrés, dans une périphérie de Toulouse où personne ne va, et pour leur faire économiser de l'impôt sur le revenu. Donc ils ont fait un Pinel. Allez. Voilà, c'est des cas qu'on voit souvent au sein de projets locatifs, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Pinel ? On leur promet une économie d'impôt, 3-4 000 € d'impôt en moins, d'avantage fiscal, tous les ans. Donc ils se disent, c'est cool, on paye 6 000 € d'impôt, on va gagner 3-4 000 €, bah, c'est génial, on achète ce programme Pinel sans s'être déplacé dans un endroit qu'on ne connaît pas, pour gagner 3-4 000 € d'impôts par an, c'est génial. Bon, évidemment, ils vont devoir, la location ne paye pas le crédit, c'est des programmes qui sont vendus 200-300 000 €, et c'est loué 600-700 € par mois. Bon, évidemment, il faut qu'ils rajoutent de leur poche entre 300 et 500 € par mois. Hein. C'est du cash flow négatif. Hein. Bon, ça on va l'oublier. Le problème qui se passe, c'est que cette programme va générer des revenus. Je vais faire vite parce que c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais que vous compreniez le système. Admettons 10 000 € par an de revenus fonciers imposables, puisque vous n'avez pas de travaux, donc pas de déduction possible, qui vont s'ajouter à leur IR. Donc là, ils vont passer à peu près à 7 500 € d'impôt sur le revenu. Et bien sûr là-dessus, on a la CSG CRDS de 17,2. Donc, 1 720 € en plus. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils se retrouvent avec plus 1 500 ici, d'impôt sur le revenu, plus 1 700, vous avez compris, plus 3 000. Donc là, en fait, leur économie d'impôt, ils pensaient l'avoir là-dessus. En fait, ça gomme à peine la fiscalité de leur programme Pinel. Bon, allez, j'arrête là. C'est catastrophique, donc faites attention à ça, ne vous faites pas avoir parce que c'est terrible. Vous vous retrouvez après avec un taux d'endettement bien sûr qui augmente. Si vous voulez revendre, personne ne veut racheter au prix où vous l'avez acheté parce que c'est souvent un petit peu plus cher que le prix du marché, etc. etc. Bref, alors ensuite, quand ils sont dans cette situation-là, nous on les accompagne, ou ils peuvent investir par eux-mêmes, il n'y a pas de souci, dans des programmes de déficit foncier, donc un immeuble, où il va y avoir des travaux, et le montant de ces travaux va venir gommer la fiscalité de leur programme Pinel, et ils vont vraiment avoir cette réduction d'impôt, puisque donc quand on va gommer cette fiscalité, il n'y a plus ça, et il n'y a plus ça. Donc ces 3-4 000 €, ils vont vraiment venir en déduction de leur impôt sur le revenu des revenus globaux. C'est un peu technique, j'espère que tout le monde suit. Parce que là, en fait, dans un projet comme ça, les travaux, c'est donc des revenus fonciers. Là, on parle de revenus fonciers. C'est des vases communicants. Donc, ces travaux-là vont gommer les revenus du Pinel. Donc, ce couple de cadres, là, clairement, avec des revenus comme ça, alors, ils sont un peu handicapés avec le Pinel. Ça leur a un petit peu amputé leur capacité d'emprunt. Mais avec une gestion saine et en étant propriétaire de leur RP, c'est quand même un point positif, je les vois bien se lancer assez facilement dans un projet entre 200 à 300 000 € sans problème. Voilà. L'immeuble de rapport, c'est vraiment top parce que c'est vrai qu'on dilue quand même bien le risque et on se retrouve avec 3, 4, 5 lots. Donc au niveau de la banque, il y a encore un aspect positif parce que même si vous avez un loyer en moins, vous n'en avez pas 5 ou 6. Voilà, alors moi je dirais jusqu'à 300 000 dans un premier temps. Voilà. Si possible, pas forcément avec des très gros travaux, faites attention, j'en vois beaucoup qui veulent se lancer dans des plateaux aménagés, des constructions, des divisions d'appartements, enfin des choses assez compliquées.
Il y a des choses quand même beaucoup plus simples à faire avant de vous lancer dans des projets comme ça qui vont durer pendant des années, où vous allez avoir des démarches administratives très lourdes, avec des budgets qui sont compliqués à maîtriser. Voilà, pour les premiers, commencez facile, faites-vous accompagner par, si vous le souhaitez, projet locatif ou une autre société, par des professionnels pour vous aider. Et une fois que vous êtes assez aguerri, pourquoi pas passer à l'action par vous-même. Voilà un petit peu, on a fait 3 situations différentes. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'ai vu multitude de banquiers. Il faut savoir que de toute manière, votre dossier sera étudié par une personne physique, je vais dire. Donc il y a un ordinateur, mais il y a une personne physique derrière et ça va dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Donc c'est pour ça, encore une fois, n'écoutez pas les banquiers. On vous dit non, vous dites tant pis, c'est pas grave, merci, au revoir. Vous allez en voir un deuxième, un troisième, un quatrième. Pensez à vous parce que franchement, vous allez y arriver, vous allez trouver le financement. C'est pas parce qu'un banquier, il faut savoir que les banquiers connaissent pas forcément l'investissement immobilier, ils connaissent pas tous bien l'investissement immobilier, certains mieux que d'autres. Donc, il va falloir trouver le bon banquier dans la bonne banque parce que il y a des banques plus favorables à l'investissement immobilier aussi, encore une fois. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, allez-y, mettez-moi, faites péter le like si vous pouvez. Merci beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis content toujours de vous accueillir et merci d'être aussi fidèle. À bientôt, ciao ciao.